Un jour à Vienne va durer 60 à 70 minutes. Un seul décor de studio à Vienne en Autriche 1965. 2 acteurs et éventuellement des projections de diapositives ou brèves vidéos au-dessus des acteurs relativement immobiles dans le studio. La scène est divisée en 2. Le premier quart gauche représente un palier d'escalier. Une porte, sur roulette, est visible, légèrement en biais avec une grille à hauteur de la tête du visiteur. Les 3 autres quarts, un studio pauvrement meublé avec un gros piano à queue brun sombre puis un rayonnage avec des partitions de musique, quelques livres ou disques et une boîte avec des petites bandes magnétiques rondes et un magnétophone et une radio. Acte 1. Gottfried rencontre son père Marcus. 33. Durée, 20 minutes. Décor. Un jeune homme de 25 ans. Gottfried frappe à la porte. Un homme de 55 ans, Marcus, se lève, va à la porte vers la grille qu'il ouvre. Marcus. Qui est là? Gottfried. Je suis Gottfried, votre fils. Marcus. Je n'ouvre pas après 8 heures. Marcus ferme la grille, retourne à sa place sur le canapé et continue à lire. Gottfried frappe à nouveau et après un intervalle à nouveau, Marcus ne réagit pas. Gottfried s'en va. Diapositive, Gottfried dans une cabine téléphonique. La scène montre entièrement le studio. Le téléphone sonne, 3-4 fois. Marcus prend l'écouteur en hésitant. Marcus, servu. Gottfried, on entend sa voix par téléphone amplifié. Ici Gottfried Beruther. Marcus. Mais qu'est-ce qu'il y a? Gottfried. Mais je suis votre fils, Gottfried, j'étais chez vous tout à l'heure. Marcus. Je sais, je vous ai dit, je n'ouvre pas après 20 heures. Gottfried. Je ne comprends pas, je suis votre fils. Marcus. Oui, je l'ai bien compris, mais je n'ouvre à personne. Gottfried. Sa voix montre l'énervement. Je ne comprends pas, je suis votre fils et vous faites la sourde oreille. Marcus. Laissez-moi tranquille, qu'est-ce qui vous autorise de me déranger? Gottfried. Mais je ne suis pas n'importe qui pour vous, non? Marcus. Vous êtes Gottfried Beruther, je l'ai bien compris, et alors? Gottfried, passablement énervé. Écoute bon sang, je suis votre fils, je voyageais toute la nuit, je vous ai cherché dans le bottin téléphonique, j'ai attendu toute la journée, et maintenant vous dites je n'ouvre à personne après 20 heures. C'est invraisemblable. Marcus. Il reste calme. Non. Je n'ouvre pas, laissez-moi tranquille. Gottfried, très en colère en hurlant. Bon, écoutez, je vais contacter la presse. Si vous ne m'ouvrez pas vous allez voir. Marcus, toujours calme. Restez poli, jeune homme. Venez demain à 15 heures. Avant j'ai une répétition avec Axel Gall au conservatoire. Elle prépare la flûte enchantée. Elle chante la reine de la nuit, c'est important pour elle, vous comprenez. Gottfried. Moqueur. Oh oui, c'est important. Mozart. Ma petite musique de nuit. Marcus. Servu. Gottfried. Oui, à demain 15 heures. Schauburger-Gasse, bonne nuit. Diapositive. Gottfried dort sur un banc dans la gare. C'est la nuit. Diapositive. Gottfried visite le lendemain l'opéra de Vienne. Mais on a déjà accroché, manifestement la scène est noire. Un instant on voit une scène de rue avec une diapositive, Gottfried devant l'opéra puis à nouveau ma scène en 2 parties, la porte et l'appartement. Gottfried frappe à la porte. Marcus se lève et va à la porte. Marcus. Qui est là? Gottfried, à nouveau agacé. Gottfried, votre fils. Et il chuchote. Merde. Marcus se lève du canapé et va à la porte, il regarde par la grille et finit par ouvrir. Les 2 hommes se regardent longuement. Marcus fait un signe d'entrée. La scène montre maintenant toute la pièce. Marcus retourne à sa banquette. Gottfried reste debout. Marcus ne propose pas à Gottfried de s'asseoir. Gottfried finit par s'asseoir sur la chaise du piano face à la banquette. Marcus est surpris, mais laisse faire. Marcus. Alors vous voilà, vous voulez des leçons? Gottfried. Mais non, je suis votre fils. Marcus. J'ai bien compris. Alors qu'est-ce que vous voulez? Gottfried, agacé. Je ne veux rien. Je suis venu vous voir. C'est tout. Marcus. Alors regardez, c'est gratuit. Gottfried. Mais vous êtes mon père. Marcus. Ça ne vous autorise pas d'être agressif, jeune homme. Gottfried. Et être mon père ça ne vous fait pas plus que ça? Marcus. Non, désolé, je ne vois pas, enfin je vois un jeune homme qui croit qu'il est attendu depuis longtemps, non? Et toutes les portes doivent s'ouvrir, hein? Gottfried. Non, mais toutes de même. Je ne vous connais pas. Enfin un tout petit début et il n'est pas bon. Et pourquoi vous ne m'avez-vous pas ouvert hier soir? J'étais fatigué, j'ai voyagé toute la nuit et même jusqu'à midi. Et j'ai attendu toute l'après-midi et craque mon PC-terre ne m'ouvre pas. Marcus. On s'énerve pas, voyons. À l'époque quand mon père mourait, à l'instant exact j'étais près de la porte, et une tringle de rideau m'est tombée dessus, et alors je m'étais évanoui toute la nuit. Gottfried. Bof, ça c'est du pur hasard. Je n'y crois pas, alors pas du tout. Marcus. Vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Une autre fois en 1950, à 10 heures du soir, on frappe doucement à la porte.
je vais à la porte et ouvre la grille. On chuchote je suis ton frère, Kurt. Alors là, me suis à nouveau évanoui toute la nuit. Mon frère, Kurt, était mort au camp de concentration à Auschwitz après son retour de Rio de Janeiro où il était parti, avec l'argent de son violoncelle, en 1938. Gottfried pourquoi il était revenu? Marcus il avait attrapé la malaria et devait revenir pour avoir une chance de guérir. Puis en haute mer ils ont appris l'Anschluss de Hell, Autriche par le moustachu. Gottfried Hitler oui, avec l'aide de l'affreux Baldur von Schirach et tous les Autrichiens enfin presque. Marcus et en 1954 à nouveau ça tape à la porte, énergiquement. Et une jeune femme dit à la grille, ouvrez, je suis Gisela, votre fille, je veux le bracelet en or que ma mère t'avait offert. Quand vous étiez mariés, je n'ai pas ouvert. Elle a cogné la moitié de la nuit. J'ai mis mon magnétophone le plus fort possible. Mozart concerto à molle. Gottfried elle a aimé? Marcus non, elle a compris finalement et est partie bien après minuit. Je crois qu'elle n'aime pas Mozart, pas non plus d'ailleurs comme sa mère. Et maintenant c'est vous à 8 heures du soir et en plus. Des menaces avec la presse. Vous n'avez donc pas d'éducation pour un seul shilling. Ah, ben non vous avez le Deutsche Mark. Quel miracle. Ça se croit tout permis. Gottfried non, non, non. J'étais si heureux de vous découvrir dans le bottin téléphonique. Et tellement malheureux que votre première et sans les réactions était le refus. Brutal et sans appel, total. Très gros soupir. Marcus un malentendu, Gottfried, mais, j'ai essayé d'en savoir plus long, sur vous, enfin quoi, sur mon père. On m'avait dit ton père est mort pendant la guerre. Et quand j'avais 12 ans j'ai écrit une belle lettre, je veux dire j'ai fait de beaux traits avec un tire-ligne, pour écrire dessus, parce que j'ai une écriture de cochon, encore aujourd'hui. Marcus ça ne fait rien. Gottfried et je écris à l'état civil de Vienne, est-ce que mon grand-père l'avocat Dr Ludwig Marcus vit toujours et il habite où, mais cette belle lettre que j'ai laissée dans mon cartable, parce que je n'avais pas encore l'argent pour le timbre, car avec mon frère on ramassait des bouteilles et de la ferraille pour nous payer des bonbons ou le cinéma, mais on n'avait plus assez pour le timbre. Tante Magda a trouvé cette lettre. Elle l'a ouverte et elle a hurlé, Gottfried, t'es fou. Comment as-tu pu écrire sans nous en parler? Je vais te dire, ton père est intolérant et ton oncle aussi. Marcus c'est faux on était des prisonniers des SS allemands et des Autrichiens. Vous savez ce que ça veut dire? Marcus lève la voix, être prisonnier d'une folie. Marcus s'emporte, Gottfried évidemment. Maintenant oui. Mais tout petit j'ai dû croire à cette histoire. Puis, ma mère a accouru du jardin avec ce vacarme. Elle s'est mise à pleurer. Marcus mais pourquoi Magda a-t-elle regardé dans ton cartable? Gottfried ma mère avait pleuré toute l'après-midi et était allée jardiner pour couper des fleurs. Ça la calmait souvent. Et des fois elle chantait, le roi de Tulle en particulier. Marcus, il chante l'air, oui, il était une fois le roi de Tulle. Gottfried et alors les deux m'ont demandé pourquoi j'ai fait cette lettre. J'ai dit, tous mes camarades ont des pères qui rentrent de captivité depuis pas mal de temps mais encore récemment de Russie. Où ils sont morts et leurs parents les ont emmenés sur leur tombe. Pas toujours. Où on leur a fait rencontrer les grands-parents ou oncle ou tante. Marcus mais Magda est votre tante. Gottfried, mais, non c'est une marraine. Elle dort dans le même lit que ma mère. Et à l'époque je trouvais que c'était comme ça, c'était normal. Notre maison était si petite. Avec 2 pianos dedans en plus. Michael m'a dit j'étais bête et que je ne comprenais rien. Alors je lui en collé une ou deux, puis on a rigolé. Marcus vous avez une bonne constitution vous deux. Vous êtes d'affreux garnements. Gottfried pire. On était les affreux jojos du coin. On volait des œufs dans la ferme d'à côté et on faisait des batailles avec jusqu'à ce que la fermière nous découvre et nous engueule, mais on courait vite. Marcus écoutez jeune homme. Vous êtes quand même assez mal élevé, que je vois. Gottfried mais non, juste le résultat de l'éducation de Saint-Geneviève. Marcus ça veut dire quoi? Gottfried ben, élevé par 2 femmes sans aucun homme à l'horizon. Bon ils étaient restés à la guerre. Mais les 2 femmes avaient peur de tout, et surtout que soient des garçons de vrais garçons. Mais tante Magda voulait qu'on soit dur comme de l'acier inoxydable de chez Krupp. Paraît que c'était Hitler, qui disait qu'il voulait une jeunesse Harvey Kruppstahl. Alors nous on en a rigolé. On trouvait ça tout bonnement con, mais alors con, Marcus mais quand même tout ne vous est pas permis quand même et vous aussi, vous arrivez en pleine nuit. Vous n'avez pas prévenu. Vous cognez à la porte. Vous téléphonez tard le soir. Vous menacez. Je n'ai pas une bonne opinion de vous. Gottfried oui, je le reconnais. Mais je m'attendais à... Disons au moins que vous étiez surpris ou peut-être même content, je ne sais pas. Marcus surpris, oui. Pas content,
Oui, votre père, je ne sais pas, vous venez d'où, et vous? Gottfried, je viens de Brême, enfin de la Frise de l'Est. On y fait la géophysique, on cherche du pétrole ou du gaz. Diapositive, une équipe de géophysique sur la plaine de la Frise. Marcus: ah bon, et vous en trouvez au moins? Gottfried: c'est un peu tôt et c'est très long. Il y a beaucoup de dômes de sel en sous-sol et les appareils ne peuvent pas fonctionner normalement. Il y a trop de diffraction par les cristaux de sel. Marcus: stop, stop, ne me transformez pas en géophysicien, je veux rester pianiste. Gottfried: t'inquiète. Marcus: restons au vous, voulez-vous, monsieur le géophysicien? Gottfried: c'est vous qui voyez. Moi je suis venu pour vous voir, pour vous rencontrer, enfin. Marcus: bon, regardez. Il n'y a pas grand-chose à voir. Un pianiste. C'est tout. Gottfried: un pianiste. Oui, j'ai vu Corpetitor dans le bottin téléphonique. Marcus: ça veut dire j'accompagne d'autres musiciens. Gottfried: mais ma mère m'avait dit que vous étiez ingénieur d'aviation. Marcus: oh là, là. Ça c'était avant dans une autre vie chez les nazis. Gottfried: vous savez, on nous dit rien ni à moi ni à mon frère Michael. Marcus: qui c'est, on? Gottfried: ben, Mutti et tante Magda. Marcus: Erna et Magda, elles vivent ensemble? Groupe de symboles soulignés, scène de Gottfried parle de sa vie avec sa femme et son enfant durée, X minutes. Gottfried: oui, à Brême, enfin dans le Nord, dans une petite maison de sorcière, le Hexenos, comme on dit. Marcus: je me souviens, une maison si petite et tellement romantique avec 2 pianos, un piano à queue chimelle et un piano droit, je crois. Gottfried montre toutes les positions des joueurs, mais oui. Et quand on était seul, on invitait les amis, puis sur le piano à queue on a joué avec nos 5 copains dessus dessous dedans avec le poing, les genoux, les pieds, orage, colère, au voleur, c'était super. Qu'est-ce qu'on a été battu chaque fois, après parce que le piano à queue était des accords, et le vieux monsieur aveugle devait revenir, et on devait le chercher au train. Mais il nous comprenait, curieusement Marcus: mais c'est affreux monsieur, et irrespectueux. Gottfried: non, non, différent. Maintenant c'est de la musique moderne. Mais le piano était toujours désaccordé. Et on ne nous aime pas. 2 femmes, 2 garçons. Mon frère est un enfant terrible. On était viré de toutes les écoles. Il fait de l'électronique depuis tout petit. Un vrai génie. Marcus: mais vous vivez ensemble vous et votre frère? Gottfried: ah non, je suis parti à Hambourg dès que possible au lycée du soir et j'ai rencontré Michel pendant les vacances en France, en Bretagne. Elle m'a plu au premier coup d'œil. Un coup de foudre. Le premier et seul de ma vie. Marcus: faites voir une photo. Gottfried: je n'en ai pas. Marcus: mais un Marie-Aimant a une photo avec lui, toujours. Gottfried: je sais, mais j'étais parti de la mission de géophysique en Allemagne du Nord, en coup de vent. Je travaille 3 semaines toute la nuit comme analyste des enregistrements. De ce fait j'ai 10 jours de vacances. Alors j'en profite. Et me voilà. J'ai même oublié mon portefeuille avec l'argent. Je cache tout ça sous le tapis des pieds en voiture à la gare. Je voulais attraper le train pour Viens. Je n'avais même pas votre adresse. Marcus: vous me l'aviez déjà dit. Et avez-vous des enfants? Enfin, vous êtes si jeune. Gottfried: oui, j'ai une fille. Dominique, elle a 1 an. Sa maman et elle sont à Paris chez mes beaux-parents. Je vais les y rejoindre pendant mes 10 jours de vacances. Marcus: et pas de photos non plus. Mon Dieu. Gottfried: non. Pendant les week-ends il y avait toujours des étudiants en théâtre ou musique, qui venaient chez nous pour faire des concerts improvisés ou du théâtre. On devait faire les 2 fils de Wilhelm Tell, qui tiraient sur la pomme sur notre tête, génial. Gottfried est littéralement passionné en pensant à cet épisode de sa jeunesse, et avec mon frère on faisait des radios amateurs clandestins et on émettait toujours la même musique de Gluck, Eurydice, je l'ai perdu, Aki Chapsi vers Lorenz Lachaud, je l'ai perdu. Et tous ces vieux papis radio-amateurs nous courent après en hurlant, on va vous mettre dans des camps de rééducation, des vrais nazis. Marcus: il chante l'air de Eurydice. Vous étiez des musiciens? Gottfried: oui, vaguement, Mickey jouait du violon et moi le piano jusqu'au valse de Chopin. Vous connaissez la différence entre le piano et le violon? Marcus: oui, le piano a plus de cordes et d'octaves que le violon. Gottfried: mais non. Mais non, le piano brûle plus longtemps, Marcus, et vous voulez être mon fils? Gottfried: ben oui, vous m'avez donné votre prénom nomen, et omen le nom est la chose. Je vous ressemble que vous voulez ou non, Marcus, à cette histoire du nom. Je ne pouvais pas venir à votre naissance. Juif 1er degré suivant les lois de Nuremberg, j'ai tardé à vous reconnaître 3 semaines et je n'ai montré que ma licence d'aviateur. Comme ça on ne voyait pas le gros cachet rouge et gravé de juif sur ma carte d'identité du Reich. Et vous n'avez pas pu avoir mon nom de famille Marcus. Ça pouvait devenir votre condamnation à mort et la mienne, et peut-être aussi celle de votre maman.
Alors on a mis mon prénom Gottfried avec le nom de famille de votre mère. J'ai enregistré des disques pendant votre naissance. Vous les connaissez, Mozart concert à Durwinderwol, magnifique. Et votre mère Anna Chen, elle vit encore. Gottfried, oui, elle a été tout le temps en dépression nerveuse et souvent à l'hôpital psychiatrique à Brême. Mais ma tante s'est bien occupée d'elle. Mais c'était terrible. Et alors j'étais laissé chez mes grands-parents à Brême, sous les bombes. Ma grand-mère m'a alors appris à courir. Je vois encore les gerbes de feu et d'étincelles comme une explosion de volcan. Un feu d'artifice. Marcus, il feint de ne pas s'émouvoir et regarde ailleurs, se lève et cherche quelque chose dans ses disques. Elle vivait avec Magda Berndt? Gottfried, oui. On m'a dit, quand les Anglais ou les avions américains venaient sur Brême et aussi Weyerst vers 1944, il fallait partir. Et tante Magda nous a pris chez elle dans la petite maison en haut de la colline au bord du fleuve. Marcus, mais c'était aussi dangereux, dis-moi. Gottfried, évidemment, mais il fallait quitter Weyerst, et ma mère ne voulait plus rester avec les SS du Lebensborn. Il paraît trop d'enfants disparaissaient dès la naissance. Surtout les malades. Et j'avais tout le temps mal au ventre. Encore maintenant. Marcus. Moi aussi. C'est une punition des SS pour les Juifs. Et vous l'êtes comme moi suivant leur loi idiote de Nuremberg. 2 parents juifs, et hop on est juif. Un parent juif et hop là vous devenez demi-juif. Un grand-parent juif et vous devenez quart de juif. Vous êtes un quart de juif, mon pauvre ami. Gottfried. C'est des conneries. Marcus, évidemment, mais l'y ont cru fermement. On n'avait même pas le droit de se marier si on était plus ou moins juif avec une femme allemande, une aryenne. Et votre mère était aryenne. Blonde aux yeux gris, si beau. On avait pris de gros risques. Gottfried, c'est vrai? Mais pourquoi vous n'avez pas caché tout ça, bon sang? Marcus, impossible. Tout le monde dénonçait tout le monde. Des fois juste pour être bien vu par les nazis ou pire les SS. Ou pour se venger ou pour avoir un meilleur travail. Il y avait aussi des fous. Leur plaisir était de semer la terreur. C'est assez universel. Tout le monde n'arrivait pas à maîtriser ses mauvais penchants. Vous verrez, Gottfried, dites c'est la blague. Le mal de ventre ne vient quand même pas de là, des nazis ou des SS. Marcus, non mon jeune ami. Mais quand même un peu, je crois. L'inquiétude, l'angoisse. C'est un poison. Et je l'ai attrapé. Et je crois bien votre maman aussi, qui vous a quand même caché dans l'œil du cyclone, chez les pires SS, et elle vous l'a certainement transmis. Ce n'est pas de la médecine officielle, mais je fiche mon billet, il y a une cause à l'effet. J'ai une formation de scientifique et là on ne se laisse pas trop facilement embobiner. Ils nous ont fait mal ces gens-là. Ouvrez les yeux. Faites le rapprochement, quand vous êtes inquiet ou énervé, aviez-vous mal au ventre? Gottfried, oui, peut-il être. Je le ferai. J'ouvrirai l'œil. Je n'ai pas eu cette idée. Marcus, mais il faut utiliser sa tête, monsieur. Tout le temps. Ligne de symbole soulignée, scène 3 découverte Horst de Réminute. Gottfried debout s'appuyant sur le piano. Gottfried, la tête, elle me fait souvent mal, je suis un vrai migrainard. Tous ces noms dits. Il est près d'eux. Mais qu'est-ce que c'était ce Horst de Lebensborn, la fontaine de vie? Marcus, mais vous n'avez donc pas fait attention à l'école? Gottfried, si, j'ai adoré l'école. Une vraie pause de tous ces pleurs et histoires de femmes. Mais nos enseignants ont dit. On vous dira rien sur le passé proche 1933 à 1945. 9 à vous lirez dans les livres d'histoire quand elles auront été écrits. On a dû jurer allégeance à Hitler et on ne s'en est pas encore libéré. Il faut du temps. Marcus, vous n'êtes pas assez curieux, pas un résistant. Gottfried, si un peu, surtout que j'habite à Hambourg chez les pauvres, là on est plutôt anarchiste. Mais je n'ai pas reçu d'explications solides, plus des commentaires, pas assez de faits. Marcus, bon, le Lebensborn c'était des centres pour femmes et enfants et orphelins. Hitler et les nazis, Himmler en premier voulait créer la race allemande pure. Et il invitait de belles femmes et de beaux SS de faire des enfants. Même quand il n'était pas marié et ses enfants naissaient dans ces centres en secret. Gottfried, il paraît j'ai grandi là-dedans. Marcus, oui mon pauvre ami. J'y ai joué du piano. C'était le seul endroit où je pouvais aller. Dans l'usine d'aviation à 1 heure de vélo de là, il m'invitait de jouer pendant des cérémonies du genre baptême. Gottfried, baptême? C'était des églises? Marcus, non, les Lebensborn avaient leur propre état civil et les SS faisaient croire qu'il était une vraie et grande famille. Alors il organisait des fêtes de baptême et parfois anniversaires. Même ce fou de Himmler était venu une fois. Marcus, fou, oui, c'est lui qui avait offert à Hitler ce réseau de fontaines de vie, une dizaine paraît-il, mais il naissait pas beaucoup d'enfants. Quelques centaines par an.
Et en plus les enfants difformés et malades ou pas assez arouillens, on les faisait partir immédiatement. Gottfried quoi? On les soignait? Loin des mères. Marcus mais non gros bêta. À la poubelle directe. Il disait, on les écarte VVV, Gottfried comme pour les chiens, pour améliorer la race. Marcus enfin caprice? Gottfried et vous avez joué du piano. Marcus. Oui je me disais la musique, pourrait peut-être aider à les laisser ou redevenir plus humains. Gottfried drôle d'idéalisme, hein. Marcus je n'étais pas le seul il y avait Magda Bentz. Une excellente pianiste. Une frise de l'Est. Chopin comme personnaliste. On a joué à 4 mains. Divin. Surtout le concerto Mozart piano concerto no di Fa major K365 for 2 piano, évidemment je l'ai joué tout seul, bien que c'était écrit pour 2 pianos. Vous allez un jour m'accompagner? Marcus hume le thème principal, mais Gottfried se tait. Gottfried et les baptêmes? Marcus ah oui. Il y avait le docteur Schulz de Munich, qui venait exprès. Il avait les enfants et les veuves sous ses ordres. Et il aime officier pour les baptêmes. Tous les gens du centre, 80, par là étaient assis dans la belle salle du château, devant la table et la cheminée. Schulz disait, enfant, tu rentres dans notre SIP, famille, et nous tous de la grande famille SS sont maintenant ta famille, et tu recevras protection et aide pour ta vie au grand destin. Il sortait sa dague avec la croix gammée et le tenait au-dessus de sa tête et disait, au nom de notre Führer Adolf Hitler, nous le jurons tous. Gottfried et les gens ont juré? Marcus oui et avec ferveur. Et même une fois une jeune femme blonde s'est levée. Elle s'est approchée de la table à côté du piano à queue, et elle a déclamé un poème de Rilke. Vous connaissez René Maria Rilke? Gottfried oui, il était marié avec la peintre de Worpsweden Clara Westhoff. Marcus possible. Mais c'était un très grand poète et mon préféré. Et cette femme avec des yeux si gris et les cheveux si blonds elle était si frêle. J'en ai pleuré. Mais elle était tout de suite retournée à sa place. Après il y avait des gâteaux et du café, et cette femme parlait au docteur Schulz. J'ai appris que cela avait été son patron et la centrale de Lebensborn à Munich. Puis l'autre pianiste Magda voulait lui parler. Mais j'étais plus fêche, élégant, plus entreprenant et je lui ai dit que j'adorais Rilke. Alors on a pris rendez-vous le lendemain au fleuve, pour un petit concours de poésie. Gottfried me voit un ingénieur, à Rilke. Marcus oui piano et Rilke pour le cœur. Conception d'avion pour la tête enfin pour la guerre. Après l'annexion de mon pays, mon Autriche, ma ville de Vienne. Oui j'étais réquisitionné, à Brême-Nord dans les usines d'aviation. Je n'avais même pas fini mon diplôme d'ingénieur. Gottfried merde alors, c'était dégueulasse. Marcus vous commence à comprendre. Marcus, rêveur, et on a marché et déclamé. Puis Malheureuse nous a fait du chocolat chaud. Et puis, Gottfried, et puis. Marcus et le lendemain on s'est retrouvés. Et le surlendemain encore. Et puis Erna est restée la nuit. Gottfried ma mère? Marcus oui, votre mère Erna Chen. Et hélas elle devait repartir en Pologne Bad Polzin. Gottfried et vous l'avez revue? Marcus oui une fois au printemps à Weihorst. Et elle m'a dit qu'elle était enceinte. Gottfried vous deviez être content. Marcus content, j'étais horrifié. Un enfant d'un juif, enfin demi-juif et d'une aryenne chez les SS. Vous êtes fou. Gottfried non, je vis chez les Français à Paris. Ils m'accueillent avec une grande gentillesse et grandeur d'esprit. Marcus oui les Français. Gottfried et après elle a avorté ma mère. Marcus, mais, non c'était la peine de mort. Elle est partie secrètement à Wernigerode au centre de l'Allemagne et elle y a accouché chez une ancienne sage-femme de Lebensborn de là-bas, mais payée par cette organisation. Gottfried pourquoi en secret? Marcus réfléchissez, je vous conjure. Cette sage-femme a pu vous déclarer de père inconnu. Donc pas de traces de moi. Et surtout pas de Lebensborn. C'était votre assurance vie. Monsieur. Gottfried s'était rusé. Marcus évidemment je n'ai pu venir tout de suite. Je vous ai dit j'ai enregistré 6 disques, de ces en graveur unique et direct, 6 pour le 6 octobre et clavier concert Mozart VVV, pour le 10 donc le mois d'octobre. Gottfried oui on a ces disques, mais on les a écoutés une fois. Il faut faire attention les aiguilles en acier les abîmeraient trop vite. Marcus puis je suis allé quand même à l'état civil de Wernigerode le 21 octobre et je vous ai reconnu avec ma licence d'aviateur de sport. C'était discret et ça a marché. J'avais apporté un bouquet de fleurs, pour le cas qu'il y avait une dame à l'état civil. Zéro a marché elle avait souri et était tellement content. Elle a tout noté du côté gauche de la page, où il y avait déjà l'enregistrement de ta naissance. Et j'ai signé en présence du chef de bureau. M. Plume avait accroché le papier, tellement j'étais énervé. Excusez-moi, on m'a volé mon portefeuille dans le train, je suis encore très choqué, qu'on puisse me faire ça.
Maintenant sous le Troisième Reich, ils ont souri. Et ils m'ont félicité d'être quand même venu. Et j'ai dit il faut que retourne rapidement dans mon usine, construire des avions. Puis j'ai cherché votre mère et vous dans un petit panier et on a pris le train pour Brême. Gottfried Brême? Marcus oui, Erna avait réussi via SS Dr Juriste Schultz de travailler dans le Lebensborn de Weihorst, près de Brême parce que lui était devenu votre parrain. Vous êtes un presque juif SS, en tout cas suivant les lois de Nuremberg, sans le SS, 100 ans. Amusant, non? Gottfried vous trouvez? J'étais baptisé protestant en 1944 dans le Hexenos. Je me rappelle de la coupe en cristal, une vraie photo devant mes yeux. Mais j'ai démissionné de l'église à 21 ans. On a le droit en Allemagne, de faire ça. Marcus un protestant athée. Quel jeune homme vous faites alors? Mais je vais vous dire on m'avait embêté avec mes parents juifs. J'avais rejoint l'église catholique en 1932, quand les nazis faisaient trop de bruit en Allemagne et j'étais au parti communiste à Vienne. Et là des camarades m'avaient prévenu que tout cela ne sentait pas bon, surtout pour un vrai juif. Mais en 1948, rien que pour les emmerder ces Allemands et Autrichiens d'anciens nazis, qu'ils y étaient encore. Alors j'ai rejoint la communauté israélite de Vienne. 9A ne fait pas un juif de moi. Ce n'est pas génétique, comme vous savez certainement. Gottfried mais si, vous n'êtes pas fier d'être maintenant un vrai juif? Marcus non, je vous dis. J'ai une religion. Elle est juive comme d'autres ont la religion protestante, ou catholique, ou ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas dans le sang, ce n'est pas dans les gènes. C'est du bluff, un vrai abus de langage. Ça arrange quelques brutes. Un point c'est tout. Méfiez-vous de cet abus. Gottfried et plus tard quand Michael, mon jeune frère était né, pourquoi vous ne l'avez pas reconnu? Pourquoi? Marcus c'était trop tard en février 1943 la guerre faisait rage et les Juifs étaient activement recherchés, et déportés, dois-je vous le chanter? Gottfried vous savez mon frère en a beaucoup souffert, encore maintenant. Un jour à l'école, le nouveau prof a hurlé après Michael, qu'est-ce que vous racontez, sur votre fiche, votre père n'est pas tombé à la guerre, il a foutu le camp, ce Juif. Marcus c'est affreux, je reconnais. Mais il est en vie, et c'est ça l'important. Et les nazis vont vieillir et disparaître. Gottfried oh, pas si vite. J'en ai comme enseignant, et même comme camarade de classe. Faille qu'on chantait dans le train d'Iefanoc et sa marchière. Oh le drapeau, et ça est en marche. Et notre prof de sport Dr Traps, faisait nous marcher en rang par 2-1-2-1-2 à travers tout le quartier vers le terrain de sport, et même qu'on devait se boxer, par deux, un petit contre un grand j'en vomis encore aujourd'hui. Marcus il n'y a pas que du mauvais là, dedans, à part la politique horrible. Le monde va comme ça. Vous verrez. Et la hargne des petits les rend astucieux, David contre Goliath, hein. Gottfried bof. Et, tout à l'heure vous disiez, que vous êtes parti pour Brême? Avec ma mère et moi-même. Marcus oui Erna, avait un poste de secrétaire. Personne savait que j'étais votre père. C'était la règle, personne n'avait même le droit de demander au maire célibataire qui était le père. C'était un enfant pour le Führer et je ne sais si vous étiez baptisé par les SS. Mais vous aviez des yeux bruns. Grand danger. Et en plus vous aviez tout le temps mal au ventre. Le froche-bouche, le ventre gonflé. On vous a mis à l'hôpital. Alors là j'ai dit à votre mère on s'en va à Vienne, chez mes parents. Et dans le train, une contrôleuse a presque tout compris. Alors j'ai dit je suis l'oncle de ce jeune et futur soldat et elle a rigolé, et c'était bon. Gottfried est chez vos parents. Votre père n'avait déjà plus rien. Vous m'aviez dit qu'il était tombé sous la loi anti-juive, il ne pouvait plus être avocat, et il n'avait pas de salaire. Marcus oui, mais sa femme était morte il y a longtemps et il s'était remarié avec un catholique. Et là, les lois de Nuremberg le classaient juif privilégié et il avait le droit de rester dans le grand appartement. Gottfried super et je suis guéri. Marcus non pas vraiment. On vous a donné des flocons d'avoine et ça faisait du bien. Mais Erna et ma belle-mère ne s'entendaient pas bien. Erna était joyeuse et belle mais pas d'une éducation extraordinaire. Alors, on a choisi de partir dans notre chalet, dans le Wienerwald, la forêt de Vienne. Gottfried mais c'était romantique, pour un jeune couple. Marcus pour Erna et vous oui, mais moi je devais repartir dans l'usine à Brême. Sinon j'étais déserteur en 1942. Pensez-y. Mettez toujours les choses dans leur contexte. Et il n'était pas bon. Et en plus vous étiez malade. Gottfried le a faire floquer les flocons d'avoine. Marcus il n'y avait pas que ça. Erna avait pris peur. Une jeune mère seule dans la forêt. Elle avait fini par appeler son père Eugen. Un membre du parti nazi, vous rendez compte. Cuisinier, mais nazi. Je suis revenu pour Pâques, que je voulais fêter avec vous deux.
Gottfried a aimé cette fête, on l'a toujours fait dans le Hexenos et beaucoup de monde venait. On n'avait rien à manger, mais plein de musique et théâtre. Marcus oui, mais le grand-père Eugen il avait alerté de Dr Schultz. Et les deux ont débarqué dans la forêt un après-midi. Et là c'était le début du drame pour nous trois. Schultz avait dit « Marcus, vous êtes juif, on le sait. Nous savons tout, vous entendez jeune homme. Comment aviez-vous pu faire un enfant avec Anna Beruther, une Arienne ?» Marcus « Non, docteur, je suis catholique. Vous êtes ingénieur allemand et juif premier degré. Albjude. La loi de Nuremberg vous le dit. La loi est la loi. Choisissez, déportation ou retour à l'usine. Vous ne devez plus jamais revoir ni votre fils ni Erna. Je ne suis pas un monstre. Je vous laisse 5 minutes, ce sera votre éternité. Construisez des avions, c'est ce qui vous sauvera. Je ne sais Eugen, on repart pour la gare et retour à Brême, javoleur Dr Schultz. Gottfried et vous êtes finalement tous repartis pour Brême. Marcus oui, mais séparément. Gottfried mais mon frère Michael. Marcus vous savez, quand on s'aime on trouve des ruses. Et j'ai revu Erna une dernière fois, au bord du fleuve. Erilke nous a consolés et Malheureuse nous a laissé tranquille la nuit. Et voilà Michael en route, Marcus soupire. Gottfried je ne sais qui est le plus à plaindre, ma mère Erna, mon frère Michael ou vous. Marcus pas de sentimentalisme ridicule, c'est fini tout ça il faut de la résilience monsieur l'ingénieur. Le nœud gordien était coupé, cassé, démoli. Regardez devant. Gottfried et vous avez pu continuer de faire l'ingénieur, comme ça? Marcus mais oui. Il fallait des avions, plus rapides, avec des charges en bombes de plus en plus. Mais j'étais très surveillé. Je pouvais si facilement saboter une conception. Pas très difficile. Il y avait un délateur sur la table de dessin. Hans, je l'avais à l'œil plus moi que lui. Mais un jour je devais utiliser une nouvelle colle miracle, colle Monowitz de la fabrique Buna c'était des cheveux de femme fondus. Gottfried des cheveux de femme, des coiffeurs? Marcus ne faites pas l'idiot. Des cheveux de femme des camps de concentration. Il y en avait autant qu'on voulait. Gottfried quelle horreur. Et vous? Marcus c'était 1943 l'été. J'ai pris le bac à travers le fleuve avec mon vélo, comme tous les soirs et je suis allé me réfugier, chez une famille mélomane, Siffer, un directeur d'usine dans le port de Brême. On a fait piano et violon 3 mois. Tous les soirs et week-ends. Jusqu'à ce que j'ai repris courage et je suis parti à Berlin et plus tard à Vienne. Gottfried et vous aviez vécu de quoi et comment? Marcus à cette époque il y avait quelques résistants. Et on se passait les bonnes adresses. Mais à Vienne l'été 1944 on m'avait attrapé dans un hôtel. Dénonciation du père d'une nouvelle amie SS Schumann. J'étais HGM Tückisch Gesetz, loi des traîtres au sang pur des Allemands ariens. Une Micheline demi-juif avec une arienne. Le père SS ne voulait pas de ça. 3 mois de prison, et au Rossauer-Geland près du centre de Vienne. Puis en arrêt de sécurité des SS. Sans procès, aucun. Gottfried mais les Allemands faisaient tout si méticuleusement et correctement, m'avait-on dit. Marcus oui, en fait pour tout cacher, tous les horreurs et crimes, rien ne devait transparaître. J'étais dans les cellules des Juifs, Judenzel. Pas un hôtel, je vous le dis. On nous engelait, et battait à tout instant. Celui qui essayait de répliquer disparaissait. Et terreur préférée était, de toute façon vous allez à Dachau la semaine prochaine Hirschwen, vous les cochons, c'était une expression très typiquement bavaroise. Gottfried et vous êtes parti? Marcus non, c'était déjà 1945, et les Alliés s'approchaient. Un après-midi j'entendais des avions. J'ai hurlé, je reconnais le bruit, ce sont des avions américains. Ils vont bombarder. Au mur tout le monde, vite plaquez-vous. La seule chance de s'en tirer. Et puis ça tombait. Et de la mitraille et des hurlements, maman, je veux pas mourir, au secours, Ilf. Des prisonniers qu'on essayait de tuer. Gottfried pas de traces, selon la méthode SS allemande. Marcus vous apprenez vite. Et soudain des hurlements russes. Davey. Manifestement des soldats d'infanterie russe. D'autres bruits de mitraillettes des verrous de porte étaient manifestement visés. Je reconnaissais ce bruit métallique, pas exactement des sons de piano. Puis notre porte s'ouvrait. Et rue Davey, Roh, weg schnell, frei, partez vite, vous êtes libre, Gottfried quelle chance. Marcus tous ne partaient pas, ils se savaient libérés. Moi, non. J'ai choisi de suivre les SS allemands qui fuyaient sans se retourner. Dehors, sous les bombardiers qui s'éloignaient. Direction Conservatorium de musique, conservatoire de musique. Gottfried retour à la musique au son des explosions. Drôle de musique. Marcus n'a
N'a pas moquerie monsieur mon prétendu fils. J'ai évité de portail, et j'ai contourné le bâtiment et trouvé la porte des livreurs pas vraiment bien fermée. Un coup de coude enfin non trop dangereux pour le jouet du piano, non de pied. Et j'ai pu grimper au 2e étage dans le studio de mon professeur Dr Becker. Et le beau de Mieke Bestein, qui patientait. J'ai pris des notes et je me suis couché sous le piano. À que point elle était sur les partitions Brahms-Lieder, un demi-que juif et un demi-juif, ça doit bien s'entendre. Non, et je me suis endormi. Et Brahms bienveillant souriait, Gottfried se met à pleurer. Brahms souriait. Marcus oui il m'aimait, que j'étais venu. Alors on ne s'est plus jamais quitté. Plus de planches à dessin, plus d'avions, plus de cheveux de femme fondus. Gottfried et plus de femmes ni d'enfants. Marcus si j'ai essayé de me marier avec un du SS Schumann. Et on a eu une fille Gisela. Mais ça n'a pas tenu. J'ai raconté qu'elle était venue comme une furie un soir pour le bracelet, ce fichu bracelet je suis panier percé. Je ne peux pas garder l'argent. Ma paye de professeur au conservatoire de musique part comme les feuilles au vent. Même le piano est saisi. Le téléphone sonne. Marcus, c'est revu. Ah c'est Kurt. Comment vont les affaires? Toujours les téléviseurs? Dis-moi, je suis encore dans la grande difficulté. Les propriétaires de la partition de Brahms veulent que je paye l'original du Lied. Tu sais, que c'est un original. Je l'ai offert à Directeur Becker. Il m'a tellement aidé, pour trouver ma professure ici au conservatoire. On entend Kurt bien au parleur de téléphone, souffler, vociférer, comment peux-tu faire des cadeaux quand tu n'as pas d'argent? Si Kurt, il faut m'aider, s'il te plaît maintenant. Un original. Tu te rends compte? Ça ne se trouve pas tous les jours. Quand même il n'y a pas que des objets de cuisine ou de la maison, dans la vie ou des télés, non. Mais un vrai, un authentique manuscrit du grand Brahms. Tu te rends compte? Aide-moi. Ah, tiens il y a ici un jeune homme. Gottfried Berreter. Il dit qu'il est mon fils. D'Allemagne. Il vient de Brême. Il a grandi dans un centre SS Lebensborn. Tu sais le truc pour purifier la race allemande. De mon ancienne fiancée Erna. On entend Kurt. Alors passe-le-moi. Gottfried hello, ici Gottfried Berreter. Kurt en haut-parleur, servu, jeune homme. Tu es mon neveu. Mais je suis ravi. Que fais-tu là d'un coup comme ça, sorti du néant? Gottfried je voulais connaître mon père, qui était soi-disant mort pendant la guerre. Kurt, lui, Gottfried, mort, jamais, il aura trop peur de la mort. Que fais-tu? Gottfried je fais de la géophysique en Allemagne. Kurt, ça gagne bien? Gottfried oui je crois mais il faut que je travaille toute la nuit pour faire des playbacks d'enregistrement. Kurt. Mais tu crois qu'on gagne de l'argent, assis sur un canapé? Gottfried mais non. Monsieur. Kurt. Oh, je suis ton oncle Kurt. Gottfried oui, j'ai compris monsieur. Kurt. Mais t'es bouché ou quoi? Tu me tutoies, mon fils, d'accord, Gottfried oh, oui, oncle Kurt. Mais t'es où? On m'avait dit que t'as fait de la prison. Kurt. Mais oui, 2 fois. Une fois un peu longtemps chez les SS en camp de concentration. J'en ai fait plein, presque tous pendant 5 ans formidables, parce que j'avais foutu le camp au Brésil et un pute de Hambourg m'avait dénoncé quand j'étais revenu de là-bas, avec un reste de malaria. C'est l'époque. Qu'est-ce que j'ai pu apprendre pendant ce temps-là? T'as pas idée. Et un autre bout à Hambourg, parce que j'avais fait trop de marchés au voir international. Du jute indien contre le ciment français grâce au Telex, qui m'avait donné 10 secondes d'avance sur les enchères à Hambourg. Du pétrole d'Arabie contre des fusils allemands, génial. Mais ils m'ont tué parce que je ne payais pas trop d'impôts, et personne m'avait défendu, bien que je les rendu riches, tous. Faut faire gaffe, mon vieux. Dis on se voit demain? Gottfried oui, ah oui, oncle Kurt, et où alors? Kurt, tu sais ici on ne reçoit que dans les cafés ici à Viens. Le mien c'est le café Landmann, Gottfried te dira. Gottfried c'est mon nom. Mais aussi le nom de mon père, ton frère, qu'est-ce que c'est difficile chez vous? Kurt, en plus je ne peux pas t'accueillir chez moi, maintenant je suis pauvre comme Job. J'étais millionnaire avec des comptes chiffrés. Tout a foutu le camp en frais de corruption et de justice. Même ma grande maison près du château. Pendant mes dernières 5 ans d'absence au Brésil et en France j'ai laissé l'eau couler dans le jardin. Et les compteurs d'eau sont pires que le jugement premier. Tu payes rien n'y fait. Des milliers, des centaines de milliers de shillings. Ils m'ont saisi ma maison et l'ont vendue pour 3 fois rien. Des guillasses. L'eau est retournée à la terre. J'ai volé rien, en fait. Mais la maison est, disparue. Gottfried est habite où maintenant oncle Kurt? Kurt,
Super château d'une pièce, facile à entretenir. Mais avec une grande fenêtre sur le terrain de football. Je vois tous les matchs. Formidable. Je fais même partie du Club Avenir de Vienne. Tu te rends compte? Gottfried: non, pas vraiment. Tu me racontes demain? Je te repasse ton frère. Kurt: oh non, oh non. Il va encore me taper de quelques shillings. Je n'en ai pas beaucoup moi-même. Mais tu fabriques des télés? Kurt: tu parles, j'achète des pièces détachées en Belgique et je les fais assembler ici. Je ne gagne pas encore beaucoup, mais bientôt ça ira très fort. Les gens sont fous de tété, alors servu à demain mon fils. Gottfried servu, tchuss, oncle Kurt. Gottfried est très ému et chuchote tout doucement enfin qu'un homme l'appelle, mon fils. Kurt raccroche. Marcus: pourquoi, vous avez raccroché? J'avais encore une autre demande à lui faire. Gottfried: oh, pardon, j'étais tellement ailleurs. Michael, il est fou de télé et d'électronique. Je crois que Kurt et lui se seraient très bien entendus. Marcus: oui, pourquoi pas. Et vous? La guerre, vous l'avez connue dans votre magnifique parc? Acte de la vie dans le Exynos pendant la guerre durait minutes. Gottfried: Magda nous aimait. Et elle a vraiment été presque comme un père pour nous. Et était tellement dure, elle jetait des savates dans le tilleul, la nuit parce qu'elle était gênée par les rossignols. Marcus: je me doutais bien que cette pianiste n'était pas comme les autres. Vous deviez l'entendre jouer du Chopin, un vrai ouragan. Gottfried: non, pas toujours, elle me faisait travailler le piano. Et elle voyait bien que je n'étais pas très doué pour les valses de Chopin, trop technique, trop de rythme. Alors elle a opté pour des musiques romantiques. Et surtout elle voulait que fasse du legato, juste avec ma main droite. Je vous fais entendre? Marcus: non, non, une autre fois. Mais la guerre à Sankt Magnus? Gottfried: ah, oui. Le Horst devait être évacué, m'avait dit ma mère. Et elle ne voulait pas aller chez ses parents. Oma et Opa étaient trop durs avec elle. Ils voulaient que ma mère reste sténodactylo. Et ma mère était une sorte d'artiste, poésie, sculpture, peinture et même théâtre. Marcus: je ne savais que son amour de Rilke. Il faut dire que je ne l'ai vu que très peu de temps, beaucoup trop peu, soupir. Et la guerre? Vous avez des souvenirs? Gottfried: ben oui. On était sur le haut d'une sorte de falaise en terre, qui montait après le plat des champs, qui s'étendait depuis la mer du Nord, presque 100 kilomètres sans aucun dénivellement. Et notre maison? Marcus: je sais tout ça, la guerre, Gottfried. Eh bien les Américains nous jetaient des bombes. Je me rappelle le bruit. Mais notre Exynos n'a pas été touché. Et ils nous laissaient tranquilles. Ma tante et ma mère nous entraînaient vers l'abri dans le flanc de la colline. Magda nous avait tout le temps raconté qu'elle était tombée avec moi dans le panier sur le guidon de son vélo, dans un trou de bombe qui explosait. Marcus: obus, Gottfried: oui, obus, un vrai cadeau du ciel, quoi. Marcus: arrêtez, ce n'est pas comme ça la guerre, il n'y a pas de cadeau, que de la terreur. Gottfried: et, elle nous disait: oh mon Dieu, où est Gottfried, rends-moi ou je m'en KO t'en coller une, tu verras. Magda n'était absolument pas croyant, et ça faisait cocasse, ce qu'elle nous racontait. Elle voulait toujours se bagarrer. Je vous dis, un vrai homme. Et soudain, il paraît que je me suis mis à pleurer. Et Magda, elle a avoué que c'est la seule fois qu'elle avait pleuré de sa vie. Mais elle aurait tout de suite hurlé après les postes d'artillerie anti-aérienne, qui étaient à 200 mètres, vous les feignants, tirez, tirez, vous étiez des vauriens, des nuls. Attendez que mon chaos. Vous passerez de très mauvais moments. Puis elle a rejoint l'abri creusé dans la terre, où ma mère était déjà avec mon frère, plus petit et plus léger. Marcus: elle vous a sauvé la vie? Gottfried: oh oui. Ma mère aussi. Une fois il y avait des bruits terribles de sifflements qui venaient de la plaine, d'en bas. Et des avions passaient et tiraient. Marcus: des Américains ou des Anglais? Je n'en sais rien. Des bruits, des hurlements, juste au-dessus de notre maison. Ma mère nous a attrapés et mis sous le piano à queue. Marcus: quoi, le piano à queue, vous êtes fous, vous les artistes. Gottfried: mais non, il n'y avait rien d'autre. On n'avait pas de cave. Et la maison était entourée de pelouses et de jardins potagers. Pas moyen de fuir. Je l'ai bien compris depuis. Marcus: et vous avez été touché? Gottfried: non, cette maison était trop petite et n'intéressait personne, enfin aucun avion. Marcus: oui, il y avait des installations de construction navale et le grand bunker de sous-marins. Alors vos deux pianos, ça ne pèse pas lourd dans la balance. Gottfried: oh, que si. Un piano à queue qui vous tombe dessus, vous êtes plat comme un timbre. Marcus: les deux femmes étaient alors plutôt courageuses? Gottfried: oui, peu de temps après des Américains se sont installés dans le grand restaurant d'à côté de chez nous. Et ils ont tiré des barbelés, pour qu'on ne puisse pas passer. Sauf moi. J'y allais chercher des pots de conserve pas entièrement vidés. Et c'était la fête.
sinon on mangeait des orties de la mini-forêt, c'est super, comme des épinards. Marcus, vous n'étiez pas les seuls à manger ça, je vous dis. Les gens des villes n'avaient même pas des orties. Gottfried, en hiver, ma mère et ma tante se sont barbouillées tout noir à la figure, et elles ont passé sous les barbelés et entré par une fenêtre dans la cave du restaurant et ont volé du charbon. On avait si froid et plus beaucoup de bois. C'était interdit de couper des arbres. Marcus et les Américains n'ont rien vu? Gottfried, je ne sais pas. En tout cas, il y en avait qui nous aimaient bien. Surtout ma mère. Mais Magda veillait. Elle disait, Jésus, regarde les Noirs avec leurs grosses lèvres, ou les tas de bébés d'Américains. Elle était comme ça. Mais elle jouait si bien du piano et on chantait aussi avec elle. Un temps merveilleux. Marcus, mais vous n'aviez pas d'argent? Gottfried, si, il y avait des familles qui avaient des grandes maisons et de l'argent. Ils payaient un peu et surtout apportaient à manger. Mais le mieux était quand ils ont enlevé les barbelés. Et là une grosse américaine venait pour un cours de piano. Et ma tante avait dit, je veux voir comment ils enlèvent les barbelés, ces envahisseurs, je n'ai pas le temps pour vous. Et la dame hurlait, will tell George, you refuse my Mozart leçon, je dirai à George que vous refusez ma leçon de Mozart. Et ma tante lui a carrément dit, you have no pleasure to touch you, Mozart can ouais. Marcus, oui, le pauvre Mozart a toujours dû attendre dans les salles mal chauffées des châteaux où il était invité à jouer. Jusqu'à ne plus sentir ses doigts pendant le début des concerts, et pire. 9 à la tuer à la longue, c'est moi qui vous le dis. Méfiez-vous des grands et possédants. Gottfried, ça j'ai appris depuis longtemps. Nos voisins, les grands industriels, nous regardaient même pas et leurs enfants, venaient plus tard pour des leçons et nous snobaient. Nous avec nos pulls rafistolés, et les pantalons à trous. Ils faisaient des vacances dans le Engadin, en Suisse, et nous à 5 heures de vélo dans la Frise de l'Est dans la famille de Magda. Mais là aussi on nous regardait d'un drôle d'aile. Mais vous n'avez pas de père, qu'une tante? Mais oui, vos pères ne sont pas allés à la guerre pour se faire tuer? Non, ici on gardait les digues, contre la guerre et les Anglais. Marcus, et vous faisiez de la musique? Votre frère aussi? Gottfried, oui un peu. Mais il y avait souvent 2 élèves sur les 2 pianos en parallèle pour des leçons différentes. Et ça faisait un vacarme. On ne pouvait pas faire nos devoirs. Et ça nous dégoûtait de la musique. Surtout mon frère. Un jour on avait pris mon frère en chasse, avec sa boîte de violon sur le porte-bagages du vélo. On l'a arraché et on a sauté dessus jusque le tout était cassé et à plat. Les voisins venaient et hurlaient, encore les berrottères et leur bande. Marcus, mais vous étiez des bandits? Gottfried, pas du tout. C'était des blagues. C'était une vieille boîte, et on avait mis les bouts de tôle dedans. Tout le monde y avait cru. Génial, je vous dis. Tous ces braves gens. Même qu'on a recommencé plus loin, au moins 3 fois. Marcus, on ne se moque pas des gens comme ça, avec des jeux destructeurs, je veux dire destructeurs de leurs illusions. Gottfried, bon. On faisait aussi la vraie musique. Michael et moi, on jouait à de violon et piano. Mais des morceaux que vous ne connaissez pas. Marcus, quoi? Quelle arrogance, jeune homme. Gottfried, nos tante Magda nous composait des œuvres rien que pour nous deux. Michael débutait le violon, et moi je n'étais pas très doué pour le piano. Michael était sourd d'une oreille, et moi, vous voyez bien, je louche terrible. Je ne peux pas traduire les notes verticales de la partition horizontale, en touche horizontale avec un seul œil qui travaille, impossible. Marcus, mais si, il suffisait d'apprendre par cœur votre partition et alors là vous auriez fait la vraie musique. Gottfried, oui, bien sûr. Aujourd'hui je comprends. Mais à l'époque, je préférais jouer dehors avec des copains, voler l'électricité des fils à haute tension qui entouraient les champs des vaches. Ou casser les ampoules des lampadaires dans les rues. Marcus, dehors, monsieur, vous me décevez. Gottfried se lève d'un bond, mais se retourne. Gottfried, oui, je vous déçois. Mais il faut me comprendre. À la maison ça pleurait tout le temps. Maman était si fragile, soupir, et on n'avait que la rue et les champs pour résister à la mélancolie, et à la tristesse et parfois à une sorte de terreur psychologique de la maison. Marcus, vous exagérez et vous vous dédouanez un peu facilement. Gottfried, possible. Mais à l'époque on était petits, tout petits. Pas d'hommes dans la ronde, que des femmes. Marcus, oui, le prix de la guerre. Gottfried et ma mère, pourquoi vous ne vous êtes pas retrouvés après la guerre? Je ne comprends pas. Marcus, je ne comprends pas non plus. Erna qui aimait Rilke, qui savait réciter comme personne. Pourquoi? Elle était chez les SS? Pour moi, au début c'était un grand danger, je vous l'ai dit tout à l'heure, et avec SS Schulze comme parrain de vous. Gottfried, oui, et de mon frère Michael aussi. Marcus, vous voyez, qu'est-ce que je pouvais faire? Votre grand-père Eugen était PG Partei Genos, membre de la SDAP, le parti des nazis. Gottfried, mais tout le monde était au parti des nazis, c'était presque impossible de faire autrement.
Marcus: si, regardez. J'étais parti de l'usine quand j'ai découvert le cheveu de femme fondu. On pouvait refuser, résister, partir. Gottfried: mais vous n'étiez pas en charge d'un bébé, que dis-je, de deux bébés, seuls, cachés, au milieu du chaos. Marcus: oui, vous l'aviez dit dans l'œil du cyclone. Mais ça ne dure que le temps que le cyclone est au-dessus de vous. Dès qu'il bouge, vous êtes happé par les turbulences. Et c'est ce qui lui est arrivé par la suite. Gottfried: attention, un exemple, une métaphore ne vaut que pour se faire comprendre. On ne peut l'exporter dans la vie réelle. Là il y a d'autres lois. Marcus: oui, vous avec vos lois. Celle de Nuremberg nous interdisait de nous marier. J'ai essayé. Mon père Ludwig, le grand avocat, conseiller d'État, a essayé. On lui a même retiré ses dernières possessions, le chalet dans la forêt du Wienerwald, par un arianisateur qu'il avait acheté pour 3 fois rien. Quelqu'un d'autre avait décidé pour nous, et pas des humanistes. Je vous le dis. Des diables, oui, des diables, étudie la question, et on en reparlera. Gottfried: oui, je vous le promets. Mais quand même. Pourquoi, vous vous étiez intéressé à une autre Allemande, déjà en 1943, peut-être même avant la naissance de votre second fils Michael. Pourquoi? Gottfried se relève et devient furieux. Marcus: doucement. Elle n'était pas nazie, elle n'était pas avec les SS. Son père l'était. D'ailleurs c'est lui qui m'a dénoncé. Et je voulais pas vous le dire, votre mère et Magda ont déclenché un procès via le docteur Schulz, pour non-paiement des frais d'entretien des enfants, de vous et de votre frère, quoi. Gottfried: non, non, et non. Gottfried saute littéralement en l'air. Marcus: si, acceptez la vérité, l'autre côté de la médaille. Il n'y avait pas que de la musique et de la poésie. Gottfried: et aviez-vous payé? Marcus: avec quoi, j'étais bout. Gottfried: sous-marin? Marcus: non, clandestin, c'est comme ça on dit en Autriche. Avec quoi j'aurais payé? Ma vie était une course contre les nazis, avec une économie de survie. J'avais une seule veste été et hiver, des chaussures avec des trous. Déjà un panier percé, et je le suis resté, vous avez vu, avec le coup de fil de Kurt. Gottfried est sorti de prison, vous pouviez chercher à savoir ce que ma mère, votre fiancée et nous deux, vos fils étaient devenus. Non? Marcus: vous oubliez Magda. Elle était là, il a la gorge nouée, s'arrête, réfléchit. Elle était l'homme dans votre petite famille. Vous louchez, mais vous n'êtes pas aveugle. Ou vous ne vouliez pas comprendre. Wegdragung, négation des réalités. Gottfried: mais Magda apportait la sécurité et une force de rééquilibrage. Marcus: oui, et à quel prix, vous savez calculer, monsieur le géophysicien? À quel prix? Gottfried: Erna a bien essayé de trouver un emploi. Au début au théâtre. J'étais même comparse, en petit garçon je devais traverser la scène de une fête foraine et Erna était dans une balancelle avec le grand Hans Albers, comme Indie Schaukel. Louise, viens dans ma balancelle, Louise. Marcus: mais c'était tard, qui gardait votre frère Michael? Gottfried: ben, c'était Magda, mais ça ne pouvait durer. On avait alors invité toute la troupe à Lausanne dans le Hexenos, pour des week-ends de théâtre. Je crois que je vous l'ai dit? Marcus: oui, et ça m'a plu que vous jouiez dans une pièce dédiée à la résistance, Guillaume Tell. Gottfried: Erna avait un ami, un photographe Georges Gabé, il avait aussi un bureau de secrétariat. Il voulait que ma mère y travaillait. On l'aimait bien. Il avait de ses blagues, mais ma mère ne voulait pas de secrétariat. On peut comme vous, pas de planche à dessin. Et ils se sont séparés. Marcus: définitivement. Non, ils se sont vus en cachet. Ma mère disait qu'elle allait aux répétitions au théâtre en ville. C'était loin et long. Et Magda faisait la gueule quand ma mère rentrait avec le train de minuit. Gottfried: et alors? Chez le pépiniériste du village d'à côté il y avait une place à mi-temps de comptabilité. Ma mère l'a prise. Mais quand elle avait vu que Lise, sa copine, s'asseyait sur les genoux du patron, c'était trop. Ce type avait dénoncé un tas d'ouvriers au SS à l'époque. Tout le monde savait ça. Marcus: vous savez, il y en a d'autres. On essaye de les trouver, même ici en Autriche. Mais personne veut témoigner. C'est terrible. Gottfried: Magda a essayé de lui faire oublier ce qui s'était passé pendant la guerre. Andere Zeiten und Sitten, d'autres temps d'autres mœurs, c'était son excuse. Marcus: j'ai même essayé de défendre des manifestants à Vienne, qui dénonçaient le laxisme de la justice. La police était brutale pour disperser les gens. J'ai alors hurlé: Wiener, c'est nicht? Die Polizei benimmt sich wie SS nazi, viennois, ne voyez-vous pas que la police se comporte comme des SS du temps des nazis? Alors ils m'ont rejeté encore une fois en prison. 1 mois pour réfléchir. Gottfried: un vrai pensionnaire? Marcus: pas de sarcasme. Et vous?
Gottfried, j'ai refusé le service militaire. J'étais parmi les premiers objecteurs de conscience. Dès que je suis arrivé à Aix-en-Hambourg, loin des Saintes-Geneviève. Marcus, bravo jeune homme, et vous avez fait de la prison? Gottfried, non, ils n'ont pas osé. Au contraire. Il y avait un vrai procès avec 6 types, un soldat, un pasteur, un prof, un affreux, et 2 autres. Je les ai regardés dans les yeux. Personne savait qui je regardais, ou plutôt tout le monde croyait que c'était lui, comme je louche, c'est très pratique. Marcus, voyez, il y a toujours quelque chose de bon dans le malheur. Et puis, Gottfried, je leur ai dit, vous osez, comme pouvez-vous oser de reparler de la guerre? Vous avez démoli ma famille, vous avez hypothéqué ma vie, de mon frère, de ma mère, de mes copains. C'est moi qui vous accuse de trahison à la cause humaine. Marcus, doucement. Gottfried, ils étaient estomaqués. Ils m'ont demandé si je connaissais un endroit en paix sans une armée, j'ai répondu, oui, ici sous vos pieds, arrête de recommencer. En tout cas, on ne vous laissera pas faire. Je ne suis pas seule à ma génération vouée pour ce que vous avez fait, vous et vous et vous, tous dans la ronde. Je les ai fixés longuement, jusqu'à ce qu'ils baissent la tête, un à un. Marcus, voyez, ça sert le théâtre. Gottfried, ils m'ont jeté dehors et 1 heure après ils m'ont libéré, mais je devais me rendre utile à la Croix-Rouge, qui allait se monter à Hambourg. Quand je suis arrivé à Paris, je leur ai renvoyé le livret militaire, qu'ils m'ont quand même donné, et j'ai écrit, vous ne comprenez donc rien. Puis, ça en est resté là. Les Allemands ne m'ont plus jamais recontacté, enfin plus en bête avec leur esprit guerrier. Marcus, je vous comprends, je crois, que je suis fier de vous. Gottfried fait un grand mouvement de bras, comme pour effacer le passé. Un long silence s'installe. Alors, Gottfried, alors vous êtes marié après la guerre? Marcus, oui, Ingrid VVV me plaisait, bien que son père m'ait dénoncé. La guerre était finie et puis Gertrude VVV était déjà en route, je devais régulariser la situation. Gottfried, quoi, régulariser la situation? Marcus, me marier, quoi? C'est comme ça. Je n'ai pu me marier avec Erna. Je vous l'ai dit. On n'avait jamais reçu une réponse positive de la bande d'Abaldur von Schirach VVV, le Gauleiter de l'Autriche. Et d'ailleurs, entre-temps, j'ai appris, par ma communauté israélite, que personne, aucun juif, même du second degré, pouah, quelle expression dégueulasse, elle me fait encore aujourd'hui vomir, excusez-moi. Donc jamais le gouvernement répondait à ce type de demande dès 1941. Gottfried, non. Pourtant les Allemands étaient si méticuleux sur le plan administratif, Marcus évidemment, mais vous oubliez que ces gens-là ne voulaient pas laisser de traces. Ne voulaient pas admettre leur inhumanité. Pas risquer de la critique des institutions internationales, comme la Croix-Rouge. Et même de certains courants résistants intérieurs à l'Allemagne. Gottfried, donc, ce qui n'était pas écrit, n'existait pas. Marcus, c'est un peu ça. Le Troisième Reich devait être parfait, les hommes comme les institutions. Il fallait empêcher que la race se dégradait par tous les moyens. Et empêcher les mariages était une solution douce. Il y avait pire, comme des stérilisations, des déportations, leur solution finale. Gottfried, oui, j'ai quand même appris ça entre-temps, mais pas aussi concrètement. Mais vous vous êtes marié avec une fille d'un SS au gradé. Marcus, vous êtes tenace et perspicace. Mais trop anachronique. C'était après la guerre. Et dites-moi, vous considérez que les enfants sont responsables des actes de leurs parents? Vous? Gottfried, non, pardon, je n'ai pas réfléchi, j'ai parlé sous la colère ou la jalousie, pardon. Marcus, dobre, comme dit mon frère. Par contre, et était un très fasciste permanent, il y avait bien là, si Penhaft, le responsabilité étendue à toute la famille. Je ne vous accuse pas d'être fasciste, mais vous devez davantage réfléchir avec vos déductions, qui sont presque des accusations. Gottfried, oui, c'est un peu massif. Marcus, oui, le mal était profond et nous et vous avez des grosses séquelles. Gottfried, je crois ce sera pour longtemps. Même ma tante Magda, elle nous disait des choses, qui l'arrangeaient bien du côté des attitudes anciennes. Marcus, pourquoi, vous ne dites pas nazi? Gottfried, c'était ma marraine. Elle nous avait quand même sauvés, et elle n'était pas fasciste, mais empreingne des soi-disant valeurs des nazis, elle disait toujours, Gottfried, les nazis étaient si disciplinés, quand ils défilaient. C'était beau et stram, rigoureux, quoi. Ça n'avait rien à voir avec les socialistes. Quand ils défilaient, c'est un grand bazar, un grand fouillis. Ils avaient même des sous-vêtements rouges accrochés en haut de leur balai, qui leur servaient de porte-drapeau. La police leur avait vite couru après. Et ils ont fui. Ça, c'était typiquement Magda. Elle voulait nous donner un bon exemple pour notre éducation. Marcus, oui, justement. Ces exemples-là feront encore longtemps mal.
La bête humaine va encore longtemps survivre, vous verrez. Travaillez sur vous. À Paris ça doit être facile. Pays de la liberté. Gottfried, mais oui, c'est pourquoi j'ai dit tout de suite à Michel, quand notre enfant allait naître, oui on va en France. Tu rentreras et je t'accompagne. Pas facile. Ils sont tellement différents. Mais j'aime leur nonchalance. Un sacré fouillis, et désordre parfois. Et pas mal de pauvreté bien visible. Les maisons sont mal entretenues. Bien qu'il ait gagné la guerre. Mais si gentil avec moi. Un jour un cuisinier des bistrots de notre rue est sorti de sa cuisine, quand il savait que j'étais là avec ma belle famille. Toi, tu ne retourneras pas en Allemagne, avant que n'ait appris à boire du gros rouge, et mange le camembert, et il avait brandi le couteau de cuisine, ça hurlait de plaisir dans bistrot. Marcus Ball, leçon d'hospitalité. Gottfried, mais je voudrais quand même savoir pourquoi vous vous êtes divorcé avec Gertrude VVV, si vite 5 ans VVV après. Vous aviez un enfant. C'est carrément me demi-sœur. Marcus, comment vous le dire? Je n'étais pas doué pour l'argent. Je n'en gagnais pas beaucoup. On était si pauvre avec ma musique. Et ici il n'y avait pas de plan Marshall qui aidait l'Allemagne. Et je ne voulais pas quitter Vienne, ma ville de musique. Et les Allemands m'ont fait trop mal, oui beaucoup trop mal. Gottfried, je ne sais pas si je comprends. Vous pouviez donner des leçons de piano comme nous on a fait. Marcus, je n'étais pas doué. Je ne supportais pas les vagues amateurs. Il me faut des vrais talents, des génies, la musique le mérite, que l'on fasse d'énormes efforts et sacrifices. Alors j'en ai fait. Gottfried, là je ne suis pas du tout d'accord, la musique doit être pour tous. Basta. Marcus, mon frère et ma sœur et moi, sont différents. On avait déjà donné des concerts à 13, 15, 17 ans dans le Musique Vrin. C'était notre éducation, notre destin. Et vous voilà tous ceux, Schlimper, bruit musical? Gottfried, oui, peut-être les mus vont nous sauver, mieux que la politique, mieux que l'économie. Bien que le marché commun. Marcus, c'est pour le pays riche, le vôtre l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, les Benelux, pas pour nous la petite Autriche. Et nous et le allemand, c'est pas pour tout de suite. Marcus soupire profondément, Gottfried laisse passer ce mauvais moment. Gottfried, alors, pourquoi, vous n'aviez pas cherché à appeler ma mère et mon frère vers chez vous ici en Autriche? L'appartement de votre père était si grand, vous m'aviez dit, je crois. Marcus, faut-il tout vous dire, monsieur le justicier? Votre mère avait déclenché un procès en non-paiement de pension alimentaire. Et a déjà en fin 1943. En pleine guerre. J'étais déjà U-boot. En fuite. Et plus tard après la guerre j'ai appris pour les archives que votre chère marraine, Magda, y était pour quelque chose. D'accord, il ne gagnait pas beaucoup avec ses satanées leçons de piano. Mais pire, votre parrain SS le docteur Schultz était l'accusateur. C'était facile pour lui. Il s'occupait de la centrale de Lebensborn de Munich, des veuves et orphelins. Gottfried, oui, ma mère avait travaillé dans son service au début de sa carrière, Marcus carrière. Catastrophe, vous voulez dire. Et il m'avait déjà poursuivi dans la forêt, quand vous étiez malade, mais je voulais raconter. Je radote ou vous n'écoutez pas? Gottfried, c'est compliqué et dur pour moi aussi. Je vous croyais mort, puis vous étiez tolard, suivant Magda, puis vous étiez marié ailleurs, et puis vous m'avez jeté à la rue, hier. Ouf, c'est Mastock, non? Marcus Mastock, c'est quoi? Gottfried massif. Dur à avaler d'un coup. Marcus, et vous croyez que la guerre c'est un spiel, un jeu? Gottfried, non, je voulais prouver. Je leur ai dit non. J'aurais pu atterrir en tôle ou en hôpital psychiatrique, à Hambourg en 1959. Marcus, calmons-nous. Vous vouliez savoir pourquoi je n'ai pas essayé de renouer avec Ernachen? Mais j'ai écrit. Jeune homme. Attendez, je vais vous faire voir. Marcus se lève, se baisse vers le tiroir du petit meuble à côté de lui et sort une chemise de documents. Ici regardez, mes 3 lettres à Erna. De son revenu. Le facteur a écrit dessus lettre refusée. Gottfried refusé, c'est lui qui l'a écrit? Je ne comprends pas. On peut refuser une lettre? Marcus pire. La dernière lettre, ici regardez, elle était ouverte, et la lisez en marge avec la belle écriture de Erna, ne me crie pas. Juste au crayon avec un point d'exclamation, les deux se regardent longuement, Gottfried lit la longue lettre de son père et sa mère, Gottfried ne m'écrit pas. Horrible, horrible pour vous. C'est affreux. C'est dégueulasse. Marcus, peut-il être Magda était derrière tout ça, je ne sais pas. Elle avait quand même gagné une vraie famille maintenant. Une compagnie de garçons. Vous deviez être mignon? Non, quoique une peu sauvage avec ce que vous m'aviez raconté, Gottfried, oui,
Peut-être je comprends maintenant mieux pourquoi, ma mère était si souvent triste, malheureuse et malade des nerfs au point d'atterrir à l'hôpital psychiatrique en dépression nerveuse. Maniche dépressif Marcus, mais elle était SS. Gottfried, mais, non. Aucune femme n'était jamais SS. Elle travaillait dans une organisation SS. D'accord. Mais pour aider les femmes, les veuves, les enfants et les orphelins, c'est autre chose. Marcus, je ne savais pas. Je crois Magda avait fait un gros barrage. Alors mon père, votre grand-père Ludwig, vieux et malade, avait écrit 2 fois, il avait perdu sa 2e femme, et il demandait des photos de ses petits-fils, refusé, puis il a dit qu'il souhaitait réparer le nœud gordien que Schultz avait cassé dans la forêt, ici à Vien. Refuse. Gottfried, depuis que je suis marié, ma mère va un peu mieux. Je déduis elle vit à travers nous, par procuration. Marcus, promettez-moi de devenir un jeune papa sérieux et un mari fidèle. Vous devez nous dépasser. Non. Gottfried, promis. Le monde français m'aide avec cet effet de distanciation cher à Bertolt Brecht. Marcus, c'est bien loin de Rilke. Gottfried, je prends le risque. Pourquoi? Vous avez la main droite bandagée? Marcus, mon élève, de chant Axel, soprano. Une Française. Tiens, moi aussi j'ai un penchant pour la France. Elle voulait absolument aller à Munich à l'opéra écouter et voir la flûte enchantée. Gottfried, Mozart. Tiens, j'ai abandonné le piano pour une flûte traversière. Pas est tellement enchantée. C'est très dur. Marcus, sans travail rien ne marchera, même le plus beau Stradivarius n'y fera rien. Votre frère a-t-il continué? Gottfried, non, il fait la batterie. Ça le détend de taper dessus. Marcus, alors on est allé à Munich avec mon scooter. Mais il vibrait tellement, ma main n'a pas résisté. Et j'ai attrapé une méchante tendinite. Gottfried, c'est pour ça vous ne me jouez rien ce soir. Marcus, non, je ne joue jamais devant personne seul au piano. Ni ici ni au concert. J'accompagne seulement. C'est mon choix, c'est mon plaisir. Tiens, vous deviez venir au château de Rastenau, on y travaille toujours avec Axel devant les châtelains. C'est elle après général, avec un public très averti et parfois très dur avec nous mais si généreux. Gottfried, toujours la haute, et vous? Marcus, ils ont l'argent, moi non, c'est comme ça. De vrais mécènes. Un des fils m'a même appris à conduire une voiture dans leur immense forêt. Mais je n'aime pas les machines, ni les avions ni les voitures. Gottfried, je ne vous crois pas. Marcus, avec tout ce que vous ai dit sur les avions, la colle des cheveux de femme. Gottfried, PFFT, je vois un magnétoscope ici sur votre meuble. C'est une décoration, alors? Marcus, encore à nouveau cette perfidie, monsieur Berreter. C'est mon outil de travail. Gottfried, oh, là, super. C'est un Revox à bande haute densité, la Rolls-Royce des magnétophones. Marcus, oui, excellent, et bien sûr, saisi par l'huissier, mais il est là, encore là. Je voulais dire à cœur tout à l'heure, il faut que je verse un peu pour que je le garde, pour mon étude. Gottfried, sur quoi porte cette étude, racontez-moi. Marcus, vous connaissez Brahms? Johann Brahms? Gottfried, oui, enfin moins que Mozart ou Chopin. Marcus, alors que ne pouvez pas vraiment aimer. Écoutez, je vais mettre le requiem allemand. Vous ne serez pas venu pour rien. Marcus sort d'une boîte à côté du magnétophone posé sur le meuble plat, il s'affaire nerveusement avec la bande 2 et l'appareil et met le magnétophone en route. Erlerdok mich das ein en mimirabenmus, un mal benanziela, un dich davonmus, Seigneur, apprends-moi que je dois enfin changer, pour que ma vie ait un but. Et que doit commencer maintenant. Marcus divine, non. Vous connaissez? Non? Avec le chef Fritz Lehmann, Otto Wiener, baryton et de la Philharmonie de Berlin. Gottfried, non, désolé, pourtant, Brahms a confié à Karl Martin Rinthaler, le chef d'orchestre de la cathédrale de Brême, qu'il aurait volontiers appelé cette œuvre un requiem humain. Gottfried, tout mène à Brême? Je n'y connais rien. Marcus, ne soyez pas désolé, écoutez encore une fois, non, on va prendre exil sous la baguette du nazi Karajan. Gottfried, Karajan nazi? Marcus, oui, plus ou moins, enfin il n'hésitait pas de manger à leur table. Grand chef, mais je ne l'aime pas, écoutez, trop lent, beaucoup trop lent. La marchig, pardon un gros mot, mais le seul qui correspond. Marcus enlève la première bande, la pose dans la boîte, sans soin particulier et met l'autre bande. Erlerdok mich, Orens, entendez-vous, Samou, mon Dieu que Samou, avec sa personne prendra de bonnes résolutions que le grand Brahms réclame. Schuslich, affreux. Marcus est maintenant les grands maîtres. C'est Fischer Diesco sous la baguette de Rudolf Kemp. Marcus, et retripote les bandes, sans grand soin, et il devient encore plus nerveux. L'Erdok mich. Tout l'air durant 5 minutes. Marcus chante,
L'air d'Ockmich, il gesticule, il dirige l'orchestre, il est Brahms lui-même littéralement. Gottfried chante maintenant avec lui, les deux finissent par pleurer, d'émotion, de joie, de fraternité. Longue pause, le magnétophone tourne à vide, la bande magnétique, fait un bruit régulier, de rotation, à vide. Gottfried et ses bandes magnétiques, vous en faites quoi? Marcus, quoi, vous dites? Je les écoute, je les étudie, je les travaille, pour trouver le sens de la musique, des instruments, du chant, de la direction d'orchestre, le secret de la musique, vous comprenez ça, vous, qui écoutez la terre avec vos appareils? Gottfried, mais vous n'avez rien écrit sur les bandes. Marcus, pourquoi? Je les connais toutes. Gottfried, et avez-vous une bibliothèque, un registre, une liste, au moins? Marcus, non, non, pas encore. Plus tard. Soudain Marcus bondit, Marcus, j'ai faim, et vous? Gottfried, oh, oui, je n'ai rien mangé depuis hier midi. Je n'ai pas de sous. Je les avais oubliés dans la voiture. Marcus, ah, oui, vous me l'aviez dit. Gottfried, oui, j'avais couru pour attraper le train de nuit. Il me reste 3 marks. Pour un café et un petit pain viennois. Marcus, bon, c'est la fête, on va ouvrir une boîte de sardines. Allons voir, Bretagne. Vous devez connaître? Gottfried Quiberon, au lieu de la sardine. J'avais été invité de faire une sortie avec les pêcheurs de sardines, non, je blague. Marcus, on va les chauffer sur mon camping-gaz. La fête, je vous dis. On rajoute du citron, il est un peu desséché. Mais il y a encore quelques gouttes. Gottfried, le citron, le fruit du désert. Marcus, oui, ce n'est pas un restaurant de luxe ici. Gottfried, oui, si 4 étoiles. Marcus, ah, même un quignon de pain, d'un autre temps. Vous avez de bonnes dents? Gottfried, oui, toutes. Marcus, alors mordez, mordez fort. Gottfried, nous abrèmes, on mord toujours très fort, dans tous les sens du mot. Marcus, je l'avais vu, voilà. Gottfried, je n'y peux rien, je ne fais pas exprès. C'est ma génération. Marcus, écoutez, vous voulez bien me laisser maintenant, je suis fatigué. Et ce n'est pas un hôtel 4 étoiles non plus. Marcus s'allonge sur la banquette, sans d'autre manière. Gottfried quitte par la porte mobile sur le côté, claque la porte, sans un mot, grand silence, la lumière baisse. Le téléphone sonne. Marcus servu, Marcus. Gottfried, sur haut-parleur le téléphone. Gottfried, c'est Gottfried, Gottfried Berruther. Marcus, oui. Gottfried, j'ai pu changer mon billet. Pour Paris. Marcus, oui. Gottfried, je pars dans une demi-heure. Marcus servu. Le taxiphone raccroche, Marcus raccroche et continue à lire, la lumière s'éteint lentement.